je vais faire comme mes prédécesseurs et commencer par remercier de l'invitation, surtout que ça me donne l'occasion de retrouver de nombreux amis et en particulier Emmanuel Hirsch que je n'avais pas vu depuis longtemps. Depuis hier. Bien. Bon, quelques-uns peuvent goûter. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est d'une note qui va être mise en ligne dans le contexte des journées annuelles, de la première journée annuelle du comité d'éthique de l'INSERM, qui aura lieu le 17 juin à l'HEGP, et donc une note qui concerne ces découvertes inattendues au cours des recherches. Et donc, ça sera plus tourné vers l'avenir et plus en lien direct avec ce qui se passe. Une grande partie des recommandations éthiques et juridiques, en particulier tout ce que François vient de rappeler sur la déclaration d'Helsinki et son évolution, vise à organiser le processus de la recherche, c'est-à-dire l'information préalable, le consentement, on l'a vu beaucoup avec la question des pays du Sud, la protection de la vie privée, la confidentialité. Juste après les lois Urié-Seruskla, il y a eu les premières lois de bioéthique, la protection de la santé, etc. Notre objectif, c'est plus de réfléchir non pas à ce processus, mais aux résultats de la recherche et comment ces résultats de la recherche nous amènent de plus en plus souvent à réinterroger le processus et à réinterroger les conditions que j'ai énoncées préalablement. Alors, on peut considérer que les recherches biomédicales sont susceptibles de produire 3 types d'informations. Premier type d'information, c'est bien entendu ce dont il a été question dans les 2 exposés précédents, c'est-à-dire les résultats attendus pour l'ensemble de la cohorte, c'est-à-dire la cible de la recherche. On l'a vu, le médicament A est-il supérieur au médicament B? Le facteur de risque A dans les études de cohorte est-il supérieur ou est-il en lien avec le risque de maladie B? Bon, maintenant, on a les études de stratification, et vous en avez parlé avec la question des thérapies ciblées. C'est les résultats qui sont attendus pour un sous-groupe de personnes qui acceptent de participer aux recherches. Et peut-être, dès maintenant, on peut se poser la question, si on a des listes fiables, de lister par ordre de fréquence ou de pertinence ces résultats attendus pour un sous-groupe, comme on le fait pour les effets secondaires des médicaments. Et puis, il y a de plus en plus souvent les résultats inattendus. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat inattendu? C'est la découverte d'une information individuelle, qu'elle provienne de marqueurs biologiques, d'imagerie, d'examens paracliniques comme l'électrocardiogramme. Et la question qui est posée, c'est quelle devrait être ou quelle sera l'attitude de l'investigateur face à cette situation. Alors, je vais vous citer, juste pour concrétiser les choses, ces découvertes inattendues. Vous savez que de plus en plus, on est amené à utiliser les séquençages à haut débit, parce que c'est plus pratique, parce que c'est moins cher maintenant que des tests directs. Donc, que fait-on de la découverte d'une mutation constitutionnelle d'un gène de prédisposition à une pathologie donnée? On fait de l'imagerie, par exemple dans mon cas de l'imagerie cérébrale. Que fait-on en cas de découverte d'une tumeur lors d'un examen d'imagerie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'incidentalome? Que fait-on dans le contexte d'un examen général de cohorte si on trouve des extrasystoles ou un trouble de la conduction lors d'un ECG? Que fait-on lorsqu'on fait des examens biologiques courants et qu'on découvre une hypercalcémie? Ce sont juste pour situer dans la pratique ce à quoi nous sommes confrontés. Alors selon nous, c'est-à-dire le comité d'éthique de l'INSERM, c'est la multiplicité potentielle de ces situations qui impose une nouvelle réflexion. En effet, si ces découvertes inattendues étaient peu nombreuses, un retour systématique serait possible avec un niveau de qualité d'information et d'accompagnement élevé. Mais ces découvertes inattendues se multiplient et elles sont même maintenant non inattendues parce qu'elles sont systématiques dans le cadre de toutes nos recherches. Donc, l'option du retour systématique de nombreuses informations qui seraient non expliquées, qui seraient non commentées, qui seraient sans nuance, on pourrait résumer par informer et laisser faire, serait sans doute, et même avec l'accord des personnes, une distanciation manquant de bienveillance et induisant parfois plus de risques que de bénéfices
et sans doute pour la société dans son ensemble, une surcharge considérable de consommation de temps et de ressources médicales. Je viens de voir avec les mots-clés de ce paragraphe que j'ai à peu près résumé les principes d'Helsinki et les difficultés de la balance bénéfice-risque telles qu'elles ont été évoquées dans les deux exposés précédents. Donc notre grille d'analyse, elle repose sur la valeur et la pertinence de l'information. Pour nous, une information, c'est quelque chose qui modifie notre connaissance du monde et donc qui doit être interprété en fonction de la connaissance préalable, de la valeur spécifique de l'information et des conséquences pour la personne de cette information. Notre position de principe est la suivante. La gestion de la découverte d'informations inattendues de la recherche médicale doit se baser au moins sur deux principes: le souhait de la personne concernée d'être ou non informée et la pertinence médicale de l'information. Tout ça resitué dans une dynamique de la personne et de l'avancement des connaissances. Comment connaître la position des personnes ? On peut distinguer rapidement deux situations. La première situation, c'est la question est posée aux personnes se prêtant à la recherche avant la découverte de l'information inattendue. Alors, il convient ici de se poser de façon générique la question et de mettre en place les conditions dans lesquelles on pourra ou non informer. Donc, où on pose la question à l'inclusion, ou on la pose de façon systématique par des mailings, parce qu'il y a toutes les recherches qui sont en cours, des recherches qui durent parfois des dizaines d'années, donc on inclut ces recherches-là aussi. La question est, que souhaitez-vous en cas de découverte d'informations sur votre état de santé ou sur des risques potentiels découverts lors de cette recherche ? Alors, première réponse, au fond la plus immédiate, c'est: est-ce que vous souhaitez être prévenu systématiquement de toute anomalie ? Bon, ça, c'est une option simple pour les chercheurs, mais qui est extrêmement délicate pour les personnes qui auraient à chercher à donner du sens à ces informations. Mais inversement, vous devez vous rendre compte que dans le contexte actuel, c'est-à-dire celui qui a été rappelé de la primauté de l'autonomie de décision des personnes, ce n'est pas aux chercheurs de décider. Et il y a un certain nombre de sociétés, par exemple la Société de génétique américaine l'an dernier, qui a pris une position dans Science pour dire toute information doit être directement transmise aux personnes concernées. Bon, la deuxième option, c'est être prévenu en cas d'information qui pourrait être pertinente. Là, la question, c'est qui juge de la pertinence ? Est-ce que c'est les chercheurs et les cliniciens en charge de l'étude ? Encore faut-il le prévoir dès le début de l'étude. Troisième option, ne pas être prévenu, sauf si une prise en charge médicale était très souhaitable, perte de chance significative. Et enfin, la quatrième option serait ne pas être prévenu. Vous notez que dans les trois dernières options, information qui pourrait, ne pas être prévenu, sauf perte de chance, ne pas être prévenu du tout, on fait l'impasse sur le futur, c'est-à-dire les informations qui sont disponibles, qui n'ont pas de pertinence au moment où on les examine, mais qui pourraient en avoir. Là, je pense à toutes les découvertes qui seront faites dans l'avenir en croisant les questions les données de génomique avec les données d'imagerie ou les données de biologie. Et puis, se pose la question de savoir à qui on transmet cette information. Est-ce que vous voulez que ce soit uniquement à votre médecin traitant ? Est-ce que vous voulez que ce soit uniquement à vous-même ? Est-ce que vous voulez que ce soit aux deux ? Et si vous considérez ces différents éléments, on peut considérer que les informations annexes qui concernent un sous-groupe pour lesquelles elles seraient attendues, et là je pense de nouveau à la question du séquençage à haut débit, pourraient revenir à peu près à la même chose. Et puis on a un deuxième cas de figure qu'on a envisagé, c'est la question qui est posée aux personnes se prêtant à la recherche, mais après la découverte inattendue. C'est-à-dire tout ce qui existe déjà ou tout ce qui existera tant qu'on n'aura pas pris les mesures que nous proposons. Et la proposition de notre groupe, c'est de nous ramener à la solution précédente, mais avec un mailing général qui serait rédigé de façon à permettre aux gens d'exercer un droit de savoir, mais aussi un droit de ne pas savoir, quelque chose qui serait rédigé dans le style « dans le cadre de la recherche auquel vous êtes prêté, un petit nombre d'entre vous pourrait être porteur de… » et on mentionnerait les anomalies, et donc ça serait envoyé à toute la cohorte, sauf pour des
cas très particuliers où là encore il y aurait une perte de chance et qui nécessiterait, en plus du mailing général, un contact direct avec les personnes. Il serait difficile de faire autrement parce que vous savez que la loi aujourd'hui impose, quand on trouve une mutation, que les personnes organisent un processus d'information de leurs apparentés. On voit mal comment les chercheurs pourraient s'exonérer de ce qui est imposé par la loi. Donc, l'avis sera beaucoup plus long, la note sera beaucoup plus longue, mais je vais vous résumer, pour conclure, les 5 points principaux. 1. Une question centrale est celle de savoir si on doit limiter, si la société et non les chercheurs doivent limiter l'offre faite aux personnes d'avoir accès à certaines informations ou si l'ensemble des données produites peut être accessible aux personnes. C'est la question de l'autonomie, mais aussi la question du sens. Deuxièmement, nous recommandons de demander aux personnes leur position théorique a priori, leurs souhaits avant de les informer. Troisièmement, en cas d'accord, nous proposons d'informer en parallèle le médecin traitant et la personne. Quatrièmement, nous devons envisager des formations auprès du médecin traitant pour une explication, pour qu'il ait lui aussi le sens des résultats annexes, la valeur sémiologique connue, quel est l'avis pris auprès d'un spécialiste référent de ce qu'il peut en être tiré pour le présent, éventuellement pour le futur. Et last but not least, il faut prévoir une logistique pour tout ça. Merci beaucoup.